Bonjour et bienvenue à tous. Goïta, Damiba, Doumbouya, les illusionnistes, par Marwan Ben Yamed. Les auteurs des putschs qui ont secoué l'Afrique de l'Ouest prétendaient rectifier une situation de crise imputée aux dérives des régimes précédents. 2 ans après leur arrivée au pouvoir, on est loin du compte. Mali, Burkina, Guinée. Il y a 2 ans, l'Afrique de l'Ouest, que l'on pensait suffisamment engagée sur la voie de la démocratie après de très nombreuses alternances et des élections devenues la routine, renouait subitement avec le temps des colonels et des coups d'État. Premier épisode au Mali, le 18 août 2020, avec la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le 5 septembre 2021, en Guinée, c'est le tour d'Alpha Condé. Et, enfin, le 24 janvier 2022, au Burkina, celui de Roch Marc Christian Kaboré. La Guinée-Bissau, elle, a échappé de peu au même sort. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ces putschs, qualifiés un peu vite de coups d'État nouvelle génération, alors qu'ils ressemblaient furieusement à ceux qui ont émaillé l'histoire contemporaine africaine entre les années 1960 et le début des années 1990, avaient pour objectif supposé, selon leurs auteurs, de rectifier une situation de crise imputée aux dérives de pouvoirs issus des urnes. Plusieurs dénominateurs communs. Ces 3 pays étant confrontés à des problématiques sécuritaires, les militaires ont en outre eu beau jeu de dénoncer et de prétendre pallier l'incurie des régimes en matière de lutte contre le terrorisme. Dernier dénominateur commun, tous ont été menés par des officiers, colonels ou lieutenants-colonels quadragénaires, et donc relativement jeunes, au profil étrangement similaire. Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Paul-Henri Sandaogo Damiba ont été formés à l'étranger et ont dirigé des forces d'élite dans leurs pays respectifs. Des prises de pouvoir par la force, la plupart du temps acclamées par la population, en tout cas personne ne regrette la chute des présidents en question, qui révèle au grand jour un bien triste constat, le sentiment largement partagé que les élections, et par association la démocratie, ne servent à rien et ne reflètent même pas la volonté réelle des citoyens. Dans des pays où le quotidien rime souvent avec chômage, flambée des prix, difficultés d'approvisionnement en eau et délestage récurrents, on peut comprendre la défiance générale à l'encontre des dirigeants censés résoudre ces problèmes. Alors quand aucune solution ne pointe à l'horizon, on ouvre la boîte de Pandore, et donc les bras à ceux qui enfilent le costume, en l'occurrence un simple treillis de sauveurs. Lesquels savent très bien comment faire passer la mère pilule, promesses tous azimuts, populisme débridé, exacerbation de la fierté nationale, désignation de boucs émissaires, généralement l'ancienne puissance coloniale, etc. Promesses sans lendemain. Nos présidents kaki bandent les muscles, serignent que leur pays n'ont de leçons à recevoir de personne et qu'ils ne se soucient que du bonheur du peuple. Tous utilisent la même antienne pour jouer les prolongations et faire durer leur transition au-delà du raisonnable. Il faut refonder l'État, clament-ils en chœur. Tout revoir de fond en comble, les constitutions, les institutions, les lois. Consulter les forces vives de la nation, soigneusement triées sur le volet bien entendu. Avec eux, l'avenir ne peut être que radieux. 2 ans après la chute d'Ibeka, les fruits ont-ils passé la promesse des fleurs? Évidemment, non. Plutôt que de lutter efficacement contre l'insécurité ou de se préoccuper de développement, les militaires se cantonnent à prolonger leur présence aux commandes des États, en prétendant engager des réformes au long cours. Primo, c'est faux. En tout cas rien ne l'atteste. Et secondo, ce n'est pas le rôle dévolu à des autorités de transition. Bénéficiant d'une certaine popularité, liée surtout au rejet des pouvoirs qui l'ont défait, les juntes en place ne laissent en outre guère entrevoir une volonté de remettre sur les rails la démocratie. Bien au contraire, le plus souvent, la classe politique est mise à l'écart, la liberté d'expression confisquée, les journalistes menacés, les manifestations sur la voie publique interdites et la justice dévoyée pour mettre hors d'état de nuire d'anciens caciques des régimes précédents, voire les opposants les plus influents. Boubou Cissé et Tiéman Hubert Koulibaly au Mali, Cellou Dalein Diallo ou Sidia Touré en Guinée en sont les exemples les plus flagrants. La loi du plus fort. Ces juntes ne rendent aucun compte, accaparent tous les leviers de l'État, fixent la durée de leur mandat à leur guise, ne prennent aucun engagement, usent et abusent de la loi du plus fort. On se croirait revenu au temps du parti unique. Sur le plan économique comme sur celui de la lutte contre la corruption, aucun progrès notable, pour rester poli. On devait s'y attendre, ils n'ont aucune compétence ni formation en la matière,
n'ont jamais rien prouvé ni réglé dans leur pays. Puis, ils se révèlent incapables de mener à bien leur mission première, ce pourquoi ils étaient payés et ont été formés, assurer la sécurité de leur pays et combattre les djihadistes. Bref, à l'heure du bilan d'étape, il n'y guère de raison de pavoiser. Détestable habitude, donc, des hommes en treillis sous nos latitudes, qui n'hésitent jamais à investir par la force le champ politique, prétextant à chaque fois, la main sur le cœur, vouloir sauver le pays ou ce qu'il en reste. Le constat d'échec des dirigeants, et des classes politiques en général, étant posé, et le débat sur les carences démocratiques ou institutionnelles en Afrique étant ouvert depuis l'époque des conférences nationales, est-ce une raison suffisante de ne pas s'interroger sur ces transitions dévoyées? Un remède pire que le mal. Le remède n'est-il pas pire que le mal? Ceux qui applaudissent à tout rompre la chute d'un tel, prêts à lécher les godillots du nouvel homme providentiel et à se nourrir de promesses sans lendemain feraient bien d'y réfléchir à deux fois. Et de se préparer au pire. Moussa Dadi Camara et Sekouba Konaté, Guinée, Amadou Aya Sanogo, Mali, Salou Djibo, Niger, Mohamed Ould Abdelaziz, Mauritanie, pour ne citer que, ont-ils démontré leur capacité à gouverner dans l'intérêt général, leur leadership ou leur probité? À trop rêver d'un nouveau Thomas Sankara, on risque surtout de se retrouver avec un vulgaire Yahya Jammeh. Ousmane Gawal Diallo. Dialogue, les groupements de partis politiques n'ont absolument rien à offrir à la Guinée. La tenue d'un dialogue franc et sincère tel que sollicité par les grands partis d'opposition n'est pas pour maintenant, en tout cas, si l'on s'en tient aux propos du ministre porte-parole du gouvernement. Vraisemblablement, Ousmane Gawal Diallo n'accorde aucune importance à l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique dans cette démarche. D'autre part, il estime que les coalitions politiques guinéennes ne peuvent rien apporter de concret, pour la réussite du cadre de concertation déjà enclenché. À chaque fois, vous allez voir des individus, des partis politiques ou des groupements de partis politiques sortir une revendication pour ne pas faire face à leurs responsabilités. Et, parce que derrière cette fuite, ils n'ont absolument rien à offrir à la Guinée, a-t-il martelé. Le ministre des Postes et Télécommunications ajoute que la Guinée ne souffre d'aucun déficit de dialogue, c'est plutôt un manque de volonté de la part des acteurs concernés qui empêche la concrétisation de cette initiative. Il y a des questions subsidiaires qui sont tabous derrière lesquelles tout le monde s'abrite pour brocarder le dialogue ou l'absence d'un cadre de dialogue. La question des poursuites judiciaires, c'est ce qui est aujourd'hui en filigrane l'obstacle à la participation des uns et des autres au dialogue, fait-il remarquer. Cet ancien cadre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ayant bénéficié de la confiance du chef de la junte, soutient plus loin qu'il est bien possible de tenir le dialogue en l'absence d'acteurs majeurs. On pourrait bien entendu faire le dialogue sans la NAD. S'ils, les membres de la NAD, ne viennent pas, on ne va pas les inviter, a-t-il déclaré.